Bonjour Louis de Goos. Bonjour Lila Louise. On prononce le S de De Goos ? Oui, Okay. Vous l'avez parfaitement dit. Je me suis pas trompée. Parce que je suis du sud-ouest, donc on prononce le S, on dit alors ça. Formidable. Alors commençons. Alors, vous êtes un homme de contentieux et de règlement des différends ? Oui, enfin, je suis un homme de règlement des contentieux. De règlement des différends, voilà, exactement. Et vous avez donc commencé dans la profession, si votre LinkedIn dit vrai, comme collaborateur pendant 4 ans ? Oui, alors pendant 4 ans, est-ce que c'était 4 ans ? Peut-être même un peu moins. 3 ans. En fait, j'ai été pendant 1 an, effectivement, dans un cabinet, et puis ça s'est continué sur une collaboration, quoi. Ouais. Voilà. Et ensuite, quand vous avez quitté ce cabinet, donc après 3-4 ans... En fait, j'ai commencé par un cabinet français, un petit cabinet français, c'était le cabinet de Jean Robert, qui était appelé le pape de l'arbitrage à l'époque. Et donc, il y avait Bertrand Moreau, il y avait Hervé Robert, voilà, il y avait d'autres associés, Bruno Amig, etc. Et donc, j'ai été stagiaire pendant 1 an, parce que j'étais en Master 2, on dirait aujourd'hui, en thésard, un peu DEA à l'époque. Et après, j'ai fait 3 ans sur place, 99, 2000, 2001. Et le 11 septembre 2001 était la soirée de mon association, un petit cocktail qui a été du coup perturbé naturellement par ce qui s'est passé. Et j'ai donc été associé en 2001 dans ce cabinet franco-français. Voilà. Ok, donc association, dans le cabinet où vous avez commencé. Oui, exactement. Quelques années. 2 ans et demi après. Et à quoi est-ce que vous devez, ou comment est-ce que vous expliquez cette ascension extrêmement rapide ? Eh bien, à l'époque, je me l'expliquais pas non plus vraiment, si ce n'est que non, si ce n'est avec la maturité, avec le regard sur le passé. Parce que c'est vrai que je me dis bon, finalement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu des dossiers que j'ai eu à faire en tant que très jeune collaborateur, un peu avec une grande confiance, un peu tout seul, des dossiers qui ont été finalement très emblématiques dans la matière de l'arbitrage, où j'ai eu un peu les mains libres, ce qui fait que ça m'a quand même projeté dans le monde assez rapidement. Et puis une volonté des autres associés, finalement, de me garder, je suppose, de m'associer rapidement. Et je vais rester, du coup, quelques années en tant qu'associé dans ce cabinet, alors que je suis jeune avocat, jusqu'en 2005, en fait. C'était une vraie association ? C'est une vraie association, oui. Oui. C'était pas juste un titre pour vous faire plaisir, mais derrière... Ah non, c'était une vraie association. D'ailleurs, j'ai un souvenir, j'étais assez naïf, voire innocent à l'époque. et donc, j'avais pas du tout repéré qu'il fallait payer des parts. J'étais très content qu'on m'ait dit on va t'associer, etc. Super, etc. Et puis on m'a, si j'ose dire, présenté la note. Donc il a fallu que j'emprunte rapidement, que je trouve de quoi faire. Et je me souviens même d'avoir été là aussi un peu naïf. J'ai emprunté pour le prix des parts qu'on m'avait proposé. Et j'avais oublié qu'il y avait aussi des frais d'enregistrement. Donc il a fallu que je me débrouille pour trouver un peu plus. Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour trouver un peu plus ? Eh bien, je ne me souviens plus trop. Vous avez réussi à rentrer en dossier ? Non, je crois que j'ai un peu tapé un peu tout le monde, la famille, les copains, voilà. Et ça s'est passé, voilà. Et vous dites que vous avez quitté cette association quelques années après ? Oui, c'était une SCP, comme on faisait à l'époque. Et effectivement, je les ai quittés un peu après. Je les ai quittés en 2005. Non pas parce que j'étais un ingrat, mais d'une part, le cabinet avait un peu changé. Et puis, d'autre part, un cabinet anglais m'a fait les yeux doux à l'époque. Et donc, je suis allé chez eux en 2005.
pour chapeauter la pratique d'arbitrage commercial. Donc, je restais associé, bien sûr, mais je devenais un peu chef de pratique sur le contentieux judiciaire classique qui existait déjà dans ce cabinet, mais il n'y avait pas d'associé, et l'arbitrage commercial qui existait sur l'aspect arbitrage d'investissement, arbitrage de droit public, mais pas sur les aspects arbitrage commerciaux. Donc voilà, je suis arrivé dans ce cabinet et j'ai pris cette direction. Et là, avec une équipe qui s'est, au fil du temps, pas mal étoffée, qui est devenue une assez grosse équipe. Entre-temps, on va dire que vous êtes, ce que je comprends, c'est que vous êtes devenu associé à la faveur d'un gros dossier qui vous a donné une belle visibilité. Le cabinet vous a fait monter, même plusieurs gros dossiers qui vous ont donné une belle visibilité, mais qui venaient du cabinet, j'imagine. Qui venaient du cabinet franco-français où j'étais. Et ensuite, entre-temps, vous avez développé votre propre... Qui venait de... Je l'ai eu ces dossiers-là parce que j'étais dans ce cabinet franco-français, mais lui-même les recevait d'autres cabinets. Parce que c'est des dossiers qu'il fallait plaider. Dans le judiciaire, c'était du droit de l'arbitrage, mais pas forcément en arbitrage. Il fallait aller devant la cour d'appel. Et donc, typiquement, le cabinet anglais où je suis allé ensuite était un client du cabinet français où j'étais avant. Et puis, ils ont juste internalisé la pratique. Okay. Exactement. Et ils vous ont demandé de venir avec une clientèle propre ? Oui. Que vous avez développé entre-temps. Et que j'avais développé entre-temps, effectivement. Mais d'emblée, en fait, j'ai commencé à développer une clientèle propre. Comment est-ce que vous avez développé votre clientèle propre ? Parce qu'en plus, en arbitrage, je veux dire... n'importe quel kidam n'a pas des besoins d'arbitrage commercial, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est quand même un écosystème assez particulier. Comment est-ce que vous y êtes pris ? Bien, en fait... Là aussi, c'est aussi beaucoup de chance parce que, d'abord, je devrais dire, c'est pas moi qui ai choisi l'arbitrage. C'est plutôt l'arbitrage qui m'a choisi. Donc ça, c'est important parce que y a beaucoup de gens, de jeunes qui veulent faire de l'arbitrage, etc. Et en fait, moi, j'ai eu la chance que l'arbitrage me choisisse parce que je faisais donc... j'étais en début de thèse, voilà, et j'étais plutôt entre... Moi, j'avais fait un peu de philosophie du droit et du droit, donc c'était plutôt tourné vers la philosophie du droit, la philosophie de la procédure, pour rien vous cacher, et du coup... mon directeur de thèse avait dit il faut que tu ailles faire, il faut que vous alliez faire, vous voyez à l'époque, un stage dans un cabinet qui fait de l'arbitrage, parce que comme ça vous allez voir les différentes procédures. Et puis c'est à l'occasion de ce stage justement que j'ai commencé à connaître ces gros dossiers qu'il a fallu que je continue ensuite, et qui venaient en fait de ces grands autres cabinets anglo-saxons qui n'avaient pas en interne de personnes pour aller plaider au judiciaire des problématiques assez pointues, techniques, de droit international, de droit de l'arbitrage. Et donc, voilà, ça m'est échu, et c'est comme ça que j'ai pu développer ces contacts, ces liens. Et puis, dans cette matière-là, on est tous un peu avocats, un peu enseignants ou profs, et un peu arbitres. Et moi, j'étais aussi, en plus, un peu médiateur, parce que j'avais fait les études pour ça, avec un programme commun Harvard-Paris à l'époque. Et donc, voilà, la mayonnaise a bien pris, parce qu'il y avait une bonne recette, avec plein d'ingrédients différents, dans une pratique où effectivement il faut être à la fois praticien, à la fois un télo, à la fois fallait écrire, etc. Donc très tôt, moi, j'ai commencé à écrire des articles à la revue de l'arbitrage, JCP. Voilà, j'avais une activité aussi d'enseignement, de TD, voilà. Je savais d'ailleurs pas très bien à l'époque si j'allais me diriger vers le professorat ou vers l'avocature. C'était encore assez ouvert. Ça s'est décidé, en fait, ça s'est plutôt imposé à moi. En fait, l'avocature m'a choisi et l'arbitrage m'a choisi. Je me suis laissé faire. Bon, ça va, vous regrettez pas ? Non, pas du tout. Et donc, vous intégrez ce cabinet anglais ? Et j'intègre donc ce cabinet anglais qui s'appelle Eversheds. Comment ça se passe ? C'était à la limite de Fred Chumley, devenu Eversheds. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Des très belles années, des bonnes années. Je vais passer 4 ans et demi, 5 ans dans ce cabinet.
Voilà, je regarde de très bons souvenirs. À la fois dans le contentieux judiciaire, à la fois dans l'arbitrage, et je vais terminer dans ce cabinet avec une fonction quasiment de senior partner. Je suis pas le plus vieux, mais bon, je m'intéresse déjà au management de cabinet beaucoup. Peut-être parce que je suis un des plus jeunes d'ailleurs. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et puis j'ai toujours aimé m'intéresser à la problématique de gestion de cabinet, de gestion de la profession, de voir comment effectivement on peut améliorer les choses collectivement. Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez à l'époque comme piste d'amélioration des choses collectives au stade cabinet? Au stade cabinet, à l'époque déjà, dans un cabinet d'origine anglaise comme celui-là, on était très sur Great Place to Work. Donc, on était déjà sur le bien-être au travail, beaucoup, en fait. Et ça, c'était pas du tout partagé par les autres cabinets, notamment franco-français. Hein. Les autres cabinets anglo-saxons, oui. Et donc, on avait déjà des réflexions sur la parité, la carrière des femmes, l'accueil des jeunes. Moi, j'ai découvert dans ces cabinets-là, ou dans ce cabinet-là en particulier, ce qui s'appelait le onboarding. C'est-à-dire que quand un jeune arrive au cabinet, eh bien, il y a un processus. Les Anglais adorent le processus. Donc, quand on fait de la procédure en général. Voilà. Et puis les Anglais, ils aiment ça. C'est une façon de manager très, très dans le processus. Moi, chez les Américains. Et donc, il y a un processus pour permettre aux jeunes de savoir comment ça se passe, de ne pas être perdu, d'avoir des process, d'avoir des... Voilà. Alors que le cabinet français où j'étais avant... Bon, c'était plus, voilà, vous arrivez, votre bureau est là, la porte de sortie est là, la porte d'entrée est là. Et la photocopieuse est là-bas. Voilà, c'est ça, c'est ça la procédure d'onboarding, pas du tout pareil. Et voilà, vous disiez, ça vous intéressait. Est-ce qu'il y avait des choses qui vous frustraient dans l'organisation et vous vous disiez, je pense qu'on a des pistes d'amélioration, des bons leviers d'amélioration dans cette direction ou dans cette autre direction, enfin un peu des convictions managériales peut-être qui commencent à se développer. En fait, oui, des convictions managériales et les convictions managériales ont commencé. Alors, j'étais pas tout seul parce que très vite, je me suis adjoint une associée. Et c'était pas pour faire, parce que à l'époque, voilà, c'était il y a 20 ans maintenant. Donc, il n'y avait pas encore la parité, tout ça, mais je m'étais adjoint une associée, qui est toujours une copine d'ailleurs. On n'est pas du tout dans le même cabinet maintenant, mais voilà. Et qui, elle, était en droit social. Et parce que tout de suite, j'ai perçu que la première difficulté managériale, c'est le RH. Le cabinet, c'est une entreprise comme une autre. Et c'est même encore plus une entreprise qui est sensible au RH, aux relations humaines, que d'autres, parce que finalement, ce qu'on vend, c'est du travail d'humain. C'est du cerveau humain. On n'a pas de produit qu'on stocke bien gentiment, qu'on peut vendre. On en a un peu plus pour les fêtes, un peu moins après, c'est pas grave, on lisse sur l'année. Non, c'est pas ça du tout. Il y a des coups de bourre, il y a du calme, ça peut être cyclique. Dans d'autres matières, c'est pas du tout cyclique, c'est par pic. Et donc, il faut gérer l'humain. Et c'est important parce que... à la fois, c'est notre... je vais parler comme les Anglais, là, parce que vous me faites penser aux Anglais. À la fois, c'est notre produit qu'on vend, l'humain. Et à la fois aussi... donc, c'est important, parce que c'est notre... voilà. Et à la fois aussi, c'est un métier très stressant. Et donc, le produit qu'on vend est très fragile. Donc, il faut être doublement attention à l'humain et au RH dans les cabinets d'avocats. Ça, j'ai très vite compris, très tôt. Très tôt. Donc pour moi, le bonne ambiance au travail, que chacun puisse se réaliser. Je fais de mon mieux, hein, je dis pas que je dis pas que j'ai la martingale et que je sais faire tout ça, mais voilà, pour moi c'était une priorité. Enfin, j'ai identifié ça comme une priorité très rapidement. Et
comment est-ce que, des bonnes pratiques que vous avez pu observer, mettre en place vous-même, expérimenter vous-même peut-être de ces... Si d'ailleurs on regarde plus largement que ce que vous avez fait dans ce cabinet en particulier, mais sur ces 20 dernières années de pratique, dans ce cabinet, ça fait 15 ans que vous êtes dans un autre cabinet anglo-saxon. Américain maintenant. Américain cette fois, donc en différent. plus avec une autre culture. Ouais. Je crois que vous êtes managing partner. Oui, depuis 11 ans maintenant. C'est pour ça. 11 ans, mais c'est énorme. C'est du despotisme. C'est énorme. C'est pour ça que je me présente au bâtonnat, parce qu'il faut absolument... si je suis élu, je peut-être... Vous êtes obligé. On me dira, non, il faut que tu arrêtes d'être managing partner. Tu peux pas non, faire mais tout. voilà, donc ça m'intéresse en fait, votre retour d'expérience sur ces, on va dire, 20 ans d'expérience managériale dans des structures de taille quand même assez importante. Très tôt, et c'est pour ça aussi qu'on s'est très vite mis d'accord avec Karine, mais qui est venue après, parce que je ne me suis pas présenté à l'ordre à ce moment-là. Mais très tôt, par exemple, les entretiens annuels, voilà, c'était pas... Alors, dans les cabinets anglo-américains, c'était déjà pas mal mis en place, mais bon, on faisait un peu comme on voulait, et très tôt, ça a été quelque chose d'assez important, en fait, pour moi. En fait, pas tant d'avoir la chose entretien annuel chaque année, etc., mais laisser toujours une place d'entretien entre les collaborateurs et le collaborant, on disait le patron un peu à l'époque, mais avoir des liens aussi conviviaux, c'était important, je trouve. C'est un peu moins le cas maintenant. En fait, je regrette presque que les choses, à cet égard, se soient formalisées avec l'entretien annuel, etc. Parce que du coup, on recherche moins aussi la convivialité. On coche une case. Alors peut-être j'étais plus jeune patron ou plus jeune collaborant à l'époque, et donc j'étais plus là-dedans, mais que l'écart s'est malheureusement un peu creusé, même si j'aimerais rester jeune. Mais voilà, en tous les cas, oui, le dialogue est très important. Vous avez ensuite quitté cette structure et pour rejoindre celle où vous êtes aujourd'hui, oui. Et où vous êtes depuis 15 ans donc. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce départ ? C'était en 2008. 2008-2009. Ok. Donc 2008-2009, si on se souvient bien. Crise. Une petite crise financière mondiale. Et chez les Anglais, c'est presque une anecdote, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Les Anglais, devant la crise mondiale, se disent, on va un peu arrêter d'investir ailleurs, on va revenir, on va se recentrer sur Londres, c'est notre headquarter, donc c'est important. Et puis on voyait bien qu'il y avait des mouvements dans tous les cabinets, il y avait des wagons de départ, faut se souvenir à l'époque, pour ceux qui l'ont vécu. C'était quand même une grosse crise, on ne savait pas trop, et donc les boîtes comme les cabinets d'ailleurs prenaient des mesures un peu dures socialement. Et je me souviens moi d'une réunion d'associés mondiale qui se passait à Édimbourg d'ailleurs, donc pas en Angleterre disent les Anglais, attention. Terrain neutre. Et voilà, dans lesquels on vous avait expliqué qu'effectivement, il fallait revenir au port, si j'ose dire. Et c'était très l'esprit anglais, donc ilien, donc marin presque, j'allais dire, qu'ont les Anglais. C'est la tempête, donc le réflexe, c'est on revient au port. Voilà. Et là, moi, j'avais pris la parole en disant mauvaise décision parce que précisément, la crise, c'est une crise financière. La place financière, c'est Londres. Donc, en fait, votre réflexe, c'est de revenir là où c'est le pire. Là où c'est le pire. Donc, il faudrait plutôt aller ailleurs. Et parallèlement, en même temps, j'étais dragué, si j'ose dire, depuis 1 an, par ce cabinet américain qui s'appelle Kyle Gates, par le patron mondial de l'époque, qui s'appelait Pete Kellis, qui était d'origine, comme dit son nom, grec, et qui venait me chanter que lui, il avait l'esprit du Mayflower, donc l'esprit américain, où il disait non, chez nous, ça va pas du tout.
Chez nous, ça va pas du tout. Et je me souviens, ça va peut-être choquer un peu que je dise ça, mais donc en anglais, naturellement, il me disait ça passe mieux en anglais, mais bon, je le fais en français pour que tout le monde le suive, qui me disait à l'époque, bon, vous, en France, vous êtes des communistes, donc la crise commencera plus tard, et comme votre gouvernement va vous soutenir, parce que vous êtes communiste, ben, vous serez plutôt sorti de la crise. Et donc, moi, j'aimais bien cette vision, non pas de dire qu'on est communiste, mais cette vision qui était de dire... Comme entreprise, c'est plutôt smart d'investir dans cette zone. C'est le Mayflower à l'envers. En fait, on part des États-Unis pour aller vers la vieille Europe, où effectivement, la crise était moins violente, même si elle était là. Et donc, et puis c'était une ouverture de cabinet quasiment. Le cabinet avait juste un bureau de liaison à l'époque, c'est tout. Donc il fallait vraiment ouvrir le cabinet, en faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'en juillet 2009, j'ai rejoint effectivement ce cabinet K.L. Getz. Aujourd'hui, vous êtes combien à Paris ? Aujourd'hui, à Paris, c'est un cabinet qui compte un peu plus de 30 avocats et il y a une cinquantaine, je dirais, de personnes. Mais je fais ça au doigt mouillé, parce que ça bouge toujours un peu. Oui, non, mais c'est par curiosité. Et en parallèle donc, de ce développement de bureau de K.L. Getz, de votre propre pratique, vous avez... un peu comme Karine, cumuler les investissements. C'est ça. Investissements dans la profession. Je vais me faire fâcher parce que j'ai un petit peu bougé. Mais vous êtes investi auprès de l'ACE, comme membre du Conseil de l'Ordre, au CNB. Donc, au CNB 2 fois, comme Karine aussi, c'est ça ? Oui. Donc, de nombreuses années. Qu'est-ce qui avait motivé votre on va dire, ce début d'investissement en fait, j'avais envie, donc j'arrive dans ce cabinet américain ou d'origine américaine, ça se passe bien, et puis j'ai eu envie au bout de quelques années, j'arrive en 2009, mais assez rapidement de changement encore, de bouger. De toute façon, j'ai la bougeotte, mes associés ou mes collaborateurs devenus associés me disent que je suis un hyperactif, alors que ça se voit pas, je suis très calme, au contraire, mais c'est vrai que j'aime bien que ça bouge, j'aime bien que voilà. Il se passe des choses. Donc voilà, je me suis présenté à l'ordre avec Karine. Moi, je n'ai pas été élu au départ, ça a été assez dur de faire une campagne sans être élu, mais j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis présenté juste après, j'ai été élu juste après. Et ça a été une suite, effectivement. Donc 3 ans au Conseil de l'Ordre, puis au CNB une première fois, une CNB une deuxième fois. Moi, j'ai bien aimé le CNB. Parce que souvent les gens disent le CNB c'est encore autre chose, c'est très politique. Le CNB c'est le Parlement des avocats, l'ordre c'est le pouvoir exécutif et judiciaire, donc finalement il y a 3 pouvoirs. CNB il faut être politique. Moi j'étais un peu convoqué, surtout peut-être la deuxième mandat, donc déjà j'avais réussi à me faire réélire alors que déjà au premier mandat j'avais été un peu repéré avec mon nœud papillon et ma mèche blanche justement. Ouais, j'étais un peu convoqué tous les 2 mois devant le bureau, que j'appelais très poliment le Politburo, ça leur plaisait pas non plus, mais bon. Parce que voilà, j'ai tout de suite été président de la prospective et de l'innovation. J'avais créé un journal, une revue là-dessus avec LexisNexis. Voilà, et donc... j'avais dit tout au début en arrivant, vous verrez, on va avoir des legal tech dans 5 ans qui vont faire du divorce sans passer par nous. Tout le monde avait dit, vous êtes un grand malade, mais pourquoi vous dites des choses comme ça ? Mais voilà, un précateur. Et je disais, mais non, mais c'est pas moi qui le dis. Je dis juste, voilà, c'est comme ça qu'on voit venir les choses. Enfin, regardez autour de vous, sentez, lisez. Et puis, donc, il ne m'avait pas aimé du tout d'emblée, et donc j'étais l'oiseau de mauvais augure. Et puis, c'est vrai qu'à la fin de mon premier mandat de 3 ans, j'avais repris la parole en disant « Vous aviez raison, je me suis lourdement trompé. Je vous avais dit que ces legal tech, enfin, ces plateformes à l'époque, on ne disait même pas legal tech, allaient arriver dans un camp. Il y a 3 ans, je vous disais ça. Or, elles sont arrivées l'année dernière, elles sont arrivées en 2 ans et pas en 5 ans. »
Je suis désolé, je me suis trompé. Et voilà, mais j'ai été réélu, et réélu en plus, c'était ça le vrai challenge, à la même commission prospective. Alors pourtant que beaucoup s'en plaignaient déjà en deuxième mandature. Alors je vous dis pas en première mandature, la deuxième mandature, ça a été vraiment assez amusant de ce point de vue-là, parce que fallait secouer la fourmilière. Et moi, j'ai toujours pensé que la prospective, l'innovation, en tous les cas au niveau du CNB comme au niveau de l'ordre, ça doit être quelqu'un qui a une vision à la fois d'avenir, mais aussi qui bouge un peu les choses, qui casse les codes et qui sort du cadre. Parce que si c'est pour faire le ronron habituel qui va être... On a toujours fait comme ça, donc il n'y a pas raison que ça change. Ça va pas, c'est pas ça, c'est pas vrai. On a vécu ces dernières années, quand j'étais justement dans ces mandats-là, l'ubérisation, pas seulement des taxis, mais aussi un peu de la profession. Des contrats, de la justice. Non, mais je donne un exemple. Mais donc effectivement, ça sert à rien de dire non, rien va changer, parce que si on dit que rien ne change, rien ne changera. C'est faux. Donc voilà, effectivement. De quoi est-ce que vous vous êtes occupé quand vous étiez à l'ordre ? À l'ordre, quand je suis arrivé à l'ordre, j'ai d'abord fait les affaires vraiment régaliennes de l'ordre. Donc j'ai été au fond des mines de sel, si j'ose dire, à faire ce qu'il faut faire à l'ordre. Choses un peu embêtantes que souvent les membres du Conseil de l'ordre ne veulent pas faire. Vous pensez à quoi ? Je pense à la commission contradictoire. Enfin, vraiment les choses régaliennes. Moi, j'avais surtout pris la commission compatibilité et conflit d'intérêts qu'on m'avait donnée parce que j'étais cabinet d'affaires international, et que c'est là où les incompatibilités et conflits d'intérêts sont les plus délicats à gérer. Oui, voilà. Sans surprise. Sans surprise, bon. Et donc, et qu'il y a une lignée des secrétaires de la CICI, on appelle ça la CICI, la commission des pistoleros, parce que c'est la seule commission déontologique dans laquelle on peut dire à un confrère, il faut vous démettre. Donc c'est la commission qui va arrêter une relation avocat-client. Aucune autre commission déontologique ne peut le faire. Même en disciplinaire, il y a des sanctions sur l'avocat, mais on ne peut pas obliger un avocat à se démettre de son client. C'est la seule commission qui est une commission qui tue comme ça la relation avocat-client. Et donc c'est une commission quand même qui a un peu plus de pouvoir que ce qu'on croit, et qui est quand même assez technique, assez délicate. Et on a une lignée. Moi, je me souviens, j'ai succédé à cette commission, j'ai succédé à Pierre Servan-Schreiber, et celui qui a repris après cette commission, c'était Jean-Jacques Hudevillers. Donc, deux excellents associés. Voilà, fallait des gens qui connaissent quand même cet écosystème et puis comment ça se passe quand on est associé de cabinet, et deux aussi qui étaient en fait managing partner de leur cabinet, l'un de Skaden et l'autre du GGC. Donc voilà, j'étais au milieu de ça. Donc j'ai fait ça, et puis assez rapidement, je me suis dit aussi, il y a un truc qui va pas. C'est que on est toujours en réaction, on est toujours un peu à la traîne, les avocats, alors qu'on a des choses à dire, on n'est pas plus bêtes que les autres finalement. Puis on connaît un peu le droit. Et puis à Paris, on a les meilleurs spécialistes en tout. Donc je me suis dit, mais c'est pas normal qu'on n'arrive pas à faire plus de lobbying. Et donc je regardais un petit peu, et c'est vrai qu'on avait, il y avait à vrai dire un petit service. Enfin, il y avait un confrère, qui n'était pas un élu d'ailleurs, qui s'occupait de recevoir de la part du CNB les textes législatifs, les projets, et qui faisait une veille en fait. C'est pas une commission, c'était la veille du barreau de Paris. Ça s'appelait la veille. J'ai dit, mais la veille, c'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas veiller une fois que les textes arrivent. Il faut faire du lobbying, il faut faire des affaires publiques. Et donc, lorsque le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr est arrivé, j'avais fait sa campagne. Et donc, il m'avait dit, Louis, t'as quoi comme idée ? Et moi, j'ai dit, je pense qu'il faut créer une commission affaires publiques. Il m'a dit, affaires quoi ? Affaires publiques, lobbying, il faut... tu verras, ça va permettre d'avoir plus d'impact, le barreau de Paris, etc. etc. Et donc, j'ai créé cela. Bâtonnier Sûr m'a permis de créer ça.
Et ça a très très bien fonctionné. C'est une commission qui existe toujours, qu'il faut encore plus réactiver, il faut motiver, il faut voilà. Mais en lien aussi maintenant avec le CNB, qui effectivement s'est aussi amélioré de ce point de vue-là. Donc voilà, ça a été un gros truc à faire, oui. Donc voilà, beaucoup cette commission au niveau des conflits d'intérêts et l'influence du barreau. En fait. Et l'influence du barreau. Ouais. Qui est aujourd'hui un de nos gros points de campagne. Ok. Alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet que j'ai évoqué avec Karine, donc pour les auditeurs, en fonction de comment vous avez commencé l'écoute, j'ai envie de vous dire, vous comprendrez en écoutant avec Karine la continuité. On a évoqué avec Karine le fait que vous envisagez, donc on va dire la mise en place, la création par l'ordre de plusieurs services qui passent par des supports tech. Oui. Et je dis plusieurs parce que voilà, on a parlé de la question de la gestion des différents contrats avec une sorte de plateforme de génération, oui. voilà, mais qui soit pas juste des modèles qui sont téléchargeables, mais au-delà de ça, un service dédié au recrutement, que ce soit première collaboration, mais aussi des collaborations co-traitance, sous-traitance temporaire, courte durée, d'autres profils que des avocats, assistantes, office manager, et comme elle le disait, voilà, logiciel gratuit de gestion pour les cabinets, donc plusieurs services, on va dire, tech gérés par l'ordre, oui. Et en accès ensuite gratuit pour les cabinets d'avocats. Oui. J'ai eu une question qui était sur finalement comment est-ce que vous financez ça. Oui. Est-ce que vous avez évalué l'impact financier, le coût. Moi, j'aime pas parler de coût, j'aime parler de prix. Mais en tout cas, est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente pour la création et la gestion on a une petite idée. On n'a pas une idée encore tout à fait précise. Mais enfin, si nous sommes élus, on a un an d'OFINA pour ce faire. Oui. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a d'une part, effectivement, tout ce qui est le service interne un peu de relations humaines, que ce soit pour les premières collaborations ou pour les collaborations de courte durée, pour aider en fait le freelancing, en réalité. Bon, ça typiquement, il faut affecter des personnes pour s'occuper de cela, parce que oui, il y a un aspect tech, mais qui pourra être pris en charge par les DSI au sein de l'ordre. Et à cet égard, il y a une réflexion à avoir aussi sur le site internet, qui est un peu compliqué, pas très ergonomique, mais bon, voilà. Donc là, on a une plateforme, mais il faut des gens pour s'en occuper, et des gens qui soient déjà un peu dans les contrats, qui sachent ce qu'il y a comme contrat et comment ça fonctionne. Donc ça, il faut affecter peut-être 2-3 personnes pour ce service-là. Ces 2-3 personnes, comment on peut les trouver ? Alors, on n'en a pas encore parlé aux salariés de l'ordre, etc. Mais enfin, il faut voir comment ça peut se faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes à l'ordre qui sont utilisées actuellement pour revoir les contrats de collaboration et les autres contrats qui arrivent à l'ordre, qui sont revus et corrigés, si j'ose dire. Qui lisent ligne à ligne tous ces contrats-là. Donc là, nous trouvons que de ce point de vue-là, utiliser des personnes à faire ce travail de relecture et de vérification des contrats, c'est une perte de temps. Ces contrats-là, et c'est pour ça que je vous dis ça va ensemble, on pourrait très bien avoir des modèles préformatés avec donc une interface un peu intelligente auquel on répond nom, prénom, adresse, homme, femme, et puis quel type de contrat vous voulez, collaboration libérale, sous-traitance, co-traitance, partenariat. Et ces contrats se génèrent automatiquement. Donc s'ils se génèrent automatiquement, ils sont forcément à jour des règles déontologiques, de ce qu'on a mis dans le RIN, dans le RIBP. Donc on n'a plus besoin de personne pour les relire ligne à ligne. Ils se génèrent. Voilà. Donc les personnes qui faisaient ce travail-là, l'idée est de les switcher, si j'ose dire, de les projeter dans quelque chose de peut-être aussi un peu plus sympa pour elles, un peu plus intelligent, qui est de mettre les gens en relation. Voilà. Donc ce qu'on se dit, alors bien sûr, faut que ça fonctionne, mais ça pourrait très bien se faire du coup quasiment à coût constant.
Vraiment, on passe de la revue contractuelle administrative à la mise en relation pour ces mêmes contrats, en fait. Donc, des gens qui connaissent comment ça se passe, mais qui vont aider la relation humaine. Sur le logiciel métier, c'est un peu différent. Notre calcul est différent. Notre calcul, c'est que ce logiciel métier, qu'on offrirait à tous les avocats qui le souhaitent, parce que bien sûr, rien n'est obligatoire, surtout avec moi. Mais donc, on l'offre. C'est un logiciel qui va faire l'ouverture de dossiers, la facturation, l'encaissement, qui va permettre de suivre, un logiciel de suivi. Typiquement, notre expérience de l'ordre, c'est que on a quand même pas mal d'audiences, donc de travail, de dossiers à l'ordre, qui occupent salariés, qui occupent des membres du Conseil de l'ordre, des anciens membres du Conseil de l'ordre, des salles, qui ont donc un coût pour régler des petites problématiques j'allais dire, mais il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, de bobologie. Donc la bobologie de Ordinal, c'est quoi ? C'est mais enfin, confrère, pourquoi vous avez pris ce dossier vous étiez pour madame contre monsieur dans leur divorce, et aujourd'hui, 5 ans plus tard, vous êtes pour monsieur dans la vente ou le contentieux de la vente de sa pharmacie. Vous voyez ? Et donc, 5 ans plus tard, madame nous saisit, nous, l'ordre, en disant je comprends pourquoi... je suis pas contente de mon divorce. J'ai été mal défendue. La preuve, mon avocat, 5 ans plus tard, c'est l'avocat de mon ex-mari. Alors, je dis pas aujourd'hui, dans ce petit cas pratique, qu'il y a conflit d'intérêts ou quoi ou qu'est-ce. Il y a certainement un petit problème de délicatesse, en tous les cas, mais ça, c'est autre chose. On n'est pas là pour faire de la déonto. On est là pour dire, voilà, c'est pas pour autant que vous avez tort de l'avoir fait ou pas, mais quand on demande à ce confrère, parce que c'est un cas pratique réel, pourquoi vous avez fait ça ? Le confrère nous dit je me souviens pas, je me souvenais pas il y a 5 ans, c'est vieux. Et puis si je place ce cas pratique aujourd'hui en 2024, il nous a dit quelque chose comme j'ai perdu le petit carnet de 2019. Voilà. Donc je me souviens pas, j'ai perdu le petit carnet de 2019, donc franchement je ne savais plus que j'avais fait monsieur ou madame, etc. Bon. Excuse, peu importe, c'est pas la véracité, le caractère plausible, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si tout le monde avait ce genre de logiciel-là, le logiciel ferait un petit attention, voilà, le logiciel se souvient, l'informatique se souvient bêtement des choses. Il n'y a pas besoin d'avoir le petit carnet qu'on a perdu parce qu'on a déménagé 2 fois en 5 ans, ce qui peut arriver, c'est pas un mal. Eh bien, voilà, le logiciel, lui, il suit et il dit attention, il y a ça, il y avait une ouverture dossier, donc vous êtes possiblement dans un conflit d'intérêt ou d'un conflit commercial ou dans un point de délicatesse vis-à-vis d'une ancienne cliente. Voilà. Donc vous pouvez traiter la chose. Et c'est pas, on va pas perdre 1 heure, 1 heure et demie au Conseil de l'ordre. Moi, je suis assez surprise, mais c'est vraiment je vous livre un étonnement brut comme ça, mais je suis assez surprise de votre culture, professionnelle qui est assez anglo-saxonne. Et donc, justement, pas forcément particulièrement communiste, en tout cas comme environnement professionnel. J'avoue, je suis pro-business, oui, ça c'est sûr. Et je suis assez surprise parce que je trouve que finalement, les mesures, un certain nombre de mesures phares de votre me font penser à de la nationalisation de services, services essentiels. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors nationalisation, non. Non, mais si je fais un parallèle. Non, mais oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais mutualisation, oui. Et c'est pour ça que ça n'est pas non plus... C'est pour ça que je tiens beaucoup à ce que ça ne soit pas quelque chose qui coûte plus cher au cabinet, parce que donc ça serait à coût constant, et que ça n'est pas une obligation. Parce que les cabinets... Parce que je suis aussi, vous le dites un peu, bon, je suis pro-business, je suis effectivement du coup pour la concurrence aussi. La libre concurrence. Donc si tout est nationalisé, comme vous dites, tout le monde est au même niveau.
Et donc, il n'y aura pas de différence entre un cabinet numéro 1 et un cabinet numéro 2. C'est pas ça que je veux. Il peut y avoir des différences, mais il y a un cabinet qui va dire moi, je vais utiliser l'outil qu'on m'offre gratuitement. D'autres qui vont dire moi, je ne veux pas cet outil-là, j'en veux un autre. Personne n'est obligé. Et surtout, celui qui n'utilise pas l'outil, je ne veux pas qu'il se dise mais on m'augmente mes cotisations pour que d'autres utilisent l'outil. Donc, c'est pour ça qu'on veut que ça soit à coût constant. Et que ceux qui ne veulent pas utiliser l'outil, finalement, ils utilisent autre chose. Voilà. Mais tout le monde y gagne d'une façon aussi, c'est pour ça que la mutualisation est bonne, tout le monde y gagne aussi d'une façon de rehausser le niveau de service que les avocats collectivement offrent à leurs clients, donc à la société civile. Et tout le monde y gagne. Oui, en termes d'image de marque, je vous rejoins. C'est plus c'est vraiment plus un étonnement parce que vous auriez aussi pu vous dire, globalement, un peu comme ce que fait aujourd'hui Pierre Hoffman, ce que font Pierre Hoffman et Vanessa Buzardo aujourd'hui. En tout cas, ce qu'ils ont fait, par exemple, avec le sujet de l'intelligence artificielle, de se dire, plutôt que de créer notre propre intelligence artificielle, on va faire un partenariat avec un acteur qui lui a déjà développé quelque chose. Et les finances qu'on aurait utilisées pour développer, entre guillemets, notre propre technologie, on l'utilise plutôt dans le fait de permettre à un certain pool de confrères d'accéder à des technologies qui sont déjà matures et créées par d'autres. Vous voyez, il y a d'autres configurations qui auraient été possibles. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre. Non, mais ça, c'est très bien. Je dis juste que la lecture de votre... On est un peu dans le même esprit. C'est très bien aussi. Même si, c'est plutôt le budget du Paris Legal Maker qui est passé dans le budget de Genial, de l'intelligence artificielle. C'est très bien aussi, ça va ensemble. Là, en l'occurrence, nous, on a cherché à, en l'absence d'avoir vraiment les mains dans la pratique et dans le cambouis, si j'ose dire, de chercher quelque chose qui va dans les équilibres. Voilà. Plutôt que de dire, on va mettre 500 millions là. Les millions, tout le monde leur fait dire tout et n'importe quoi. Dans cette campagne, il y a des propositions qui sont très, très généreuses et que je trouve même, ça serait fantastique si ça pouvait se faire, mais j'ai quand même quelques doutes sur la faisabilité financière des choses. Donc voilà, nous, on est dans le concret. On est dans l'équilibre, c'est faisable parce qu'il y a déjà de replacements, si vous voulez, de coûts qui sont déjà existants, qu'on ne fait que replacer ailleurs. Voilà. Il n'y a pas forcément d'engagement, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, il n'y a pas automatiquement forcément d'engagement de nouveaux coûts pour financer nos idées. Alors, il y a un dernier sujet dont j'aimerais parler avec vous. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur et en fait, qui me tient d'autant plus à cœur que c'est un peu le quotidien de mes échanges, tant avec des candidats qu'avec des recruteurs, qui est le sujet de la contrepartie dans le contrat de collaboration qui est due par le collaborateur. Et je voudrais lire avec vous l'article 1 du contrat de collaboration, enfin en tout cas la première partie de cet article. Pour avoir votre philosophie sur ce sujet. Donc, je lis, article 1, cabinet laissera à collaborateur le temps nécessaire pour traiter ses dossiers personnels dans des conditions qui seront définies et arrêtées entre eux. Collaborateur consacrera le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par cabinet en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience que pour ses dossiers personnels. Et ce qui m'amène à poser la question, quel est le temps nécessaire ? De part et d'autre. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, c'est vraiment un sujet, je vous dis, c'est tous les jours que cette question se pose. Si on le savait et comme vous êtes, entre guillemets, l'entité qui arbitre l'interprétation et les conflits autour de ça, et que vous seriez potentiellement amené à être cet arbitre demain, eh bien, je voulais avoir votre philosophie sur le sujet. Comment est-ce qu'on apprécie la question du temps nécessaire ? Alors, moi, je crois déjà... si on ne l'avait pas compris, je ne suis pas du tout un homme dogmatique. Donc, je ne crois pas du tout à un temps, le temps nécessaire est mathématique ou arithmétique, c'est un chiffre. Je crois que ça ne peut pas être comme ça. Je ne vois pas. Pour moi, ça dépend beaucoup du profil, à la fois du cabinet, mais surtout du collaborateur ou de la collaboratrice.
il y a effectivement des profils qui sont plus entrepreneuriaux, qui vont avoir du coup un temps nécessaire de développement de dossiers perso qui va être plus important en pratique que le temps nécessaire pour les dossiers du cabinet. Et puis d'autres, l'inverse. Alors, est-ce qu'il y a un profil qui est mieux que l'autre pour le cabinet ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire intuitivement, c'est pas forcément le collaborateur qui consacre le plus de temps nécessaire au cabinet qui est le plus intéressant. Là aussi, ça dépend de l'âge et de la carrière du collaborateur. Effectivement, vous avez rappelé un peu mon parcours. Moi, j'ai commencé assez tôt. J'ai été associé au bout de 2 ans et demi. Donc, pas dire que j'ai vraiment traîné pour être associé. Mais pourquoi ? Parce que peut-être je consacrais le temps nécessaire au dossier du cabinet, et puis le temps nécessaire à mes dossiers, et puis les dossiers du cabinet devenaient un peu les miens, et puis c'est comme ça que on se rend, personne n'étant indispensable, mais on se rend en tous les cas utile, et peut-être même nécessaire pour le cabinet, et donc avoir une gestion de carrière. Donc qu'est-ce que le temps nécessaire ? Ça dépend du profil, ça dépend de l'âge dans la carrière et de l'intérêt que chacun va y trouver, en réalité. Donc moi, je ne crois pas du tout au cut-off mathématique, à un chiffre. Il faut qu'il y ait le bon équilibre. Et c'est du cas par cas. Je ne pense pas non plus que one fits all, qu'il y a une seule solution pour tout le monde. Et du coup, comment on fait à partir d'un contrat qui, lui, est du one size fits all ? Oui, mais vous voyez que les termes employés de ce contrat sont assez flous et vagues. Ce qui est terrible pour convenir à tout le monde. En termes de technique contractuelle. Voilà. Mais c'est fait exprès, puisqu'on se pose la question du temps nécessaire. Donc voilà. Mais au moment j'esquive pas du tout la question. Mais non, mais moi, c'est un sujet qui vraiment, je vous dis, lundi, j'étais au téléphone avec un collaborateur, première année, qui quitte un cabinet où il n'a pas de reproche au demeurant à faire particulièrement. Et on discute de ce qu'il recherche pour l'avenir. Et il me dit, je cherche peut-être plus 3 cinquièmes ou 4 cinquièmes parce que j'ai jamais eu de problème pour aller en audience pour un dossier perso, etc. avec le cabinet dans lequel j'étais. Mais voilà, il y a quand même des fois où il y a des choses que je n'osais pas prendre parce que je me disais que c'était quand même trop. Mais en même temps, le cabinet m'a jamais censuré, mais en même temps, je veux dire, côté collaborateur, c'est quand même un flou énorme de finalement quelle est la part réelle de temps que je peux réellement consacrer au développement de ma clientèle personnelle ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce, et côté cabinet aussi, c'est-à-dire que moi les discussions non mais vous comprenez, là on a une collaboratrice qui s'en va parce qu'elle veut plus développer sa clientèle personnelle, bon nous on a des bonnes conditions de travail et on n'a aucun problème avec le développement de clientèle personnelle, mais bon quand même jusqu'à 19h, 19h30 c'est vrai que nous à notre époque les dossiers perso c'était le soir et les week-ends, enfin je veux dire en fait ces sujets-là qui sont des sujets de gestion des relations humaines vraiment du quotidien dans les cabinets d'avocats, moi je les rallie quand même beaucoup à la question de finalement que doit l'un et que doit l'autre, au-delà de aujourd'hui il y a un conflit et comment s'apprécie ce conflit et comment est-ce qu'on peut le médier et d'où est sa racine. Moi au-delà de ça, vous avez parlé de prévention des conflits tout à l'heure, je veux dire j'ai rarement un juriste qu'on enseigne que souvent un bon contrat permet de déjà esquiver un certain nombre de difficultés et c'est vrai que des rédactions aussi vagues permettent difficilement d'être dans cette philosophie. Des réactions aussi vagues, en tous les cas, ça c'est sûr que c'est ma philosophie, devrait conduire les deux parties à se parler. Parce que justement, il n'y a pas de définition bien claire. Donc qu'est-ce qu'on entend et l'un et l'autre ? Et est-ce qu'elle pourrait le préciser ? Oui, mais au cas par cas. On ne pourrait pas le préciser, je veux dire, dans le, entre guillemets, modèle. Ah ben ça, bien évidemment. Mais au cas par cas, effectivement, pourquoi ne pas le préciser ? Si le cabinet, comme le collaborateur,
pour eux, le mieux, contrairement à ce que j'ai dit, c'est de dire qu'il faut tant d'heures pour le cabinet et tant d'heures pour les dossiers perso. Si ça leur va, il n'y a pas de raison, à mon avis, que l'ordre ou que le bâtonnier vienne leur dire « Ah non, il faut rester dans le vague ». Si c'est ça que vous voulez, finalement, attention, tout le monde est avocat là-dedans. Et donc, si demain, vous avez entre guillemets, un litige à arbitrer sur un sujet de disponibilité du collaborateur ou un sujet de possibilité de développement par le cabinet, rendu possible ou pas par le cabinet, vous, à défaut d'avoir une doctrine entre guillemets figée en termes de temps de travail ou quoi aux caisses, quels vont être vos éléments d'appréciation et on a un contrat type, on n'a pas d'échange d'emails qui précise la philosophie des uns et des autres à un instant donné, on n'a pas de compte rendu du dernier entretien annuel d'évaluation qui disait ceci ou cela. Vous, vos critères d'appréciation Moi, si j'avais un critère d'appréciation, parce que je vois que le temps court et donc faut faire vite, mais si j'avais un critère d'appréciation, je dirais que je regarderais en priorité quel est le critère du cabinet en cause avec le collaborateur, quel est le critère principal de ce cabinet pour devenir associé dans ce cabinet. C'est-à-dire quel est le critère qui permet au collaborateur d'envisager un développement de carrière. Et typiquement, il y a certains cabinets dans lesquels on va me dire, nous, le critère, c'est qu'un jeune associé doit apporter des nouveaux clients. Ah bon ? Mais dans ces cas-là, il faut que vos collaborateurs puissent, crescendo, avoir du temps pour développer des nouveaux clients. Sinon, vous proposez aux collaborateurs un critère, mais vous rendez la réalisation du critère impossible. C'est un cas de figure que j'ai connu il y a un an. Donc ça va pas. En revanche, il y a d'autres cabinets dans lesquels on va dire, alors nous, ça peut être ça, mais ça peut être aussi de développer les clients déjà du cabinet. Pour être associé, on a des clients et puis on a des collaborateurs qui traitent les dossiers de ce client. Et puis il y a des cabinets qui disent, quand on donne à un collaborateur senior un dossier, la mission, c'est de revenir avec un autre dossier. De bien servir le client, de bien connaître sa direction juridique, afin que la direction juridique dise « Ah, ce petit jeune, il est très bien, on va lui redonner un dossier. » Voilà. Donc là, le temps nécessaire, est-ce que c'est du développement de dossiers extérieurs ou est-ce que c'est du temps nécessaire de cabinet ? Pour le coup, c'est autre chose. Et c'est cohérent d'avoir un cabinet qui vienne dire « Mais nous, on veut avoir... » Et il y a des cabinets qui, pour éviter aussi des conflits d'intérêts, disent on a, si j'ose dire, un cercle fermé presque de clients. On ne veut pas étendre. Donc on veut de l'entrepreneuriat, mais pas de l'entrepreneuriat, si j'ose dire, total, extérieur, mais un entrepreneuriat que je qualifierais de corporate. On veut de l'account management. Voilà. et on devient associé comme ça. Bon, voilà, deux exemples. Donc pour moi, bien sûr, il y aurait d'autres critères à apprécier, mais la cohérence, l'honnêteté, en fait, la déontologie qu'il doit y avoir entre collaborants et collaborateurs, elle est là. C'est-à-dire que si je prends un collaborateur, c'est pour l'amener à se développer elle-même, lui-même. Et donc, le but, c'est peut-être qu'il ou elle devienne soit mon associé, soit qu'il puisse créer son propre cabinet, que ça puisse être un confrère, une consoeur, un avocat. Donc, il faut être cohérent. Si je demande à ce que mes associés apportent de nouveaux clients, il faut leur permettre de développer de nouveaux clients. Si je demande à ce que mes associés développent les clients qui existent déjà, eh bien, effectivement, on comprendra que le développement de clientèle externe ne m'intéresse pas trop. Et le contrat, il est là. Et le collaborateur aura quand même, ou la collaboratrice aura quand même du mal à me dire je sais que c'est comme ça dans ce cabinet, mais j'aurais quand même voulu développer des nouveaux clients. Mais dans cette dernière hypothèse, quel est l'intérêt de la collaboration libérale ?
Mais c'est une autre question. C'est une autre question. Puisqu'il est 18h14. On peut se poser. Et nous avons, nous, comme projet, de réfléchir à la collaboration salariale, qui n'est pas forcément le diable qu'on voit, sauf qu'il faut absolument revoir de fond en comble, notamment la durée du travail. Merci pour cet échange, Louis Degos. Merci beaucoup. Et puis, bon courage pour les derniers jours. Bah oui, merci. À fond.